Bonjour à tous et merci de votre patience d'une minute. Je pense qu'on est pas mal. Ça vous a laissé le temps de vous installer. Donc je me présente pour débuter. Maude Danel-Fédou, je suis associée conseil sur les sujets climat-environnement chez KPMG. Et donc nous accompagnons nos clients en particulier sur des sujets qui mêlent des expertises climatiques et nature, biodiversité, pollution, eau, avec des expertises financières ou stratégiques qu'on trouve dans un cabinet large comme KPMG. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Jeanne Fabre, directrice nature chez L'Oréal, et avec Jules Castro, biologiste de formation et senior project manager en agriculture régénératrice chez Livelihood. On va vous parler des vulnérabilités aux risques climat et nature et des stratégies d'adaptation qu'on peut mettre en place et comment les passer à l'échelle. Voilà. Donc, pour débuter, Jeanne, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ce sujet de la nature a pris de l'ampleur chez L'Oréal, comment il a été lancé, quels ont été vos premiers pas et les premiers enjeux que tu as rencontrés? Oui, bonjour à tous, ravie d'être là, merci de l'invitation et ravie de partager ce panel avec toi, Jules aussi. Donc le groupe L'Oréal, historiquement, est centré sur des analyses d'impact scientifiques très poussées, qui sont des analyses dites d'empreinte, qu'elles soient eau ou biodiversité. Le groupe le fait au travers des analyses de cycle de vie, donc tout ce qu'on appelle ACV. Donc ça, c'est vraiment un historique très fort dans le groupe, avec les dernières évolutions réglementaires et non réglementaires, tous les cadres qui sont dernièrement été mis en place, comme la CSRD. La demande réglementaire nous pousse à avoir des analyses beaucoup plus granulaires et poussées, notamment sur la question des risques et des dépendances. Sur la question des risques et des dépendances, nous avons du coup conduit ces analyses en regardant précisément 10 services écosystémiques particuliers. Et avec KPMG, nous sommes allés encore plus loin, puisque nous n'avons pas regardé seulement ces risques de façon brute. Où sont-ils? Par exemple, si j'utilise beaucoup d'eau dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau et inversement. Mais on a aussi regardé à quel point, au niveau financier, ça pouvait avoir un impact sur le modèle d'affaires de l'entreprise. Et du coup, avec KPMG, on est allé titiller un petit peu ce concept-là, puisqu'on a essayé de le projeter dans le temps. On a pris des scénarios à 2030 et à 2050. Un scénario plutôt positif, où la société est en changement, les régulateurs régulent, les consommateurs changent leur pattern de consommation, et un scénario plus chaotique où le régulateur ne régule pas, le consommateur continue à accélérer ses modes de consommation, et on a stress-testé du coup le modèle d'affaires du groupe et du coup l'ensemble de ces risques pour voir comment ils allaient potentiellement se matérialiser à 2030 et 2050. Et du coup, on s'est aperçu dans ce cadre-là qu'il y avait des enjeux stratégiques importants sur notre amont agricole qui pouvaient être taclés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pris de nouveaux engagements dans l'entreprise, notamment dans la revue stratégique à moyen terme du programme L'Oréal pour le futur, avec à l'Assemblée générale du semestre dernier notre PDG qui a annoncé un nouvel engagement sur la santé des écosystèmes, par exemple, qui vise justement à mettre des plans d'action précis sur les ingrédients dits stratégiques pour l'entreprise. Ok, merci beaucoup. Donc, première étape après l'analyse des risques classiques, la quantification des impacts financiers pour l'entreprise afin d'engager un COMEX sur une vision des coûts, aussi des pertes de chiffre d'affaires possibles. Donc, Exactement, oui. On regarde vraiment, en effet, c'est ça, à la fois l'augmentation des coûts potentiels, donc avec ces deux horizons de temps, et la perte de revenus potentiels aussi à ces deux horizons de temps.
C'est vrai qu'on a formalisé ça dans un deck qui a été présenté à notre comité exécutif et à notre comité d'audit, qui permet une vraie conscientisation des problématiques, d'utiliser un langage économique qui permet la traduction d'enjeux dits nature, liés à la nature, qui sont des enjeux sur lesquels on sait qu'on doit tous se mobiliser, mais avec ce langage économique qui permet de mobiliser à un autre niveau de l'entreprise, avec des langages du coup qui... Voilà, c'est vrai qu'on ne comprend un langage et on ne peut engager que des gens avec lesquels on se comprend. Donc voilà, utiliser ce langage économique a beaucoup aidé à mobiliser l'entreprise sur ce nouvel engagement. Et donc, avec des sujets qui sont surtout sur des sujets d'approvisionnement en matières premières agricoles. Jules, sur ces sujets d'approvisionnement en matières premières agricoles, chez Livelihood, vous mettez en place des actions depuis toujours. Est-ce que tu veux nous expliquer comment ça fonctionne? Je pense qu'il n'y a pas du tout que des spécialistes, j'en vois certains dans la salle, non. Donc reprendre peut-être les basiques pour que justement on parle tous le même langage et on sache de quoi il s'agit. Oui, alors juste, bonjour à tous. Pour vous présenter ce que fait Livelihoods, en fait, on se base sur une technologie qui existe depuis à peu près 3,5 milliards d'années, qui est la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est une cellule qui a fusionné avec une petite bactérie et qui va transformer le carbone en cellulose, puis en lignine. Et en fait, notre travail, nous, c'est d'aller justement adresser les stratégies des entreprises, que ce soit une démarche carbone ou une démarche filière, en réunissant des investisseurs au sein de fonds carbone. Donc là, on est à peu près à 300 millions d'euros de collectés depuis 2009 pour développer des projets qui font entre 10 et 25 ans, parce que contrairement à ce que les achats de beaucoup d'entreprises, pas L'Oréal bien sûr, mais d'autres entreprises veulent, c'est avoir du résultat en 3 ou 5 ans. Mais la régénération, ne serait-ce qu'un exemple, 1% de matière organique, ça met 10 ans à se remettre en place dans le sol. Et donc quand on dit qu'on cultive la photosynthèse, c'est exactement ça. C'est aller travailler sur des écosystèmes qui sont complexes et qui n'ont pas, la réactivité dont on a besoin pour adresser des stratégies carbone des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc on a deux modèles. On a un modèle effectivement de mise en place de pots communs sur des projets qui vont être de la restauration forestière, qui vont être de la conservation forestière, qui vont être de l'agroforesterie à l'intérieur ou à l'extérieur des chaînes de valeur de nos clients, qu'on appelle d'ailleurs sur cette partie-là des investisseurs. Donc on travaille avec Mars, on travaille avec l'Occitane, on travaille avec La Poste, Firmenich, Veolia, le Crédit Agricole. Et en fait, la force de ce modèle-là, c'est quoi? C'est qu'on ne travaille pas avec des clients, on travaille avec des partenaires pour qui on développe des projets, alors qui derrière leur permet évidemment de générer des crédits carbone qui vont intégrer dans leur stratégie. Mais autour de ça, c'est quand même une aventure qui dure depuis 2009, dans laquelle 85% des investisseurs réinvestissent dans le fonds suivant. Là, on est en train de finaliser le tour de table du fonds numéro 4. Et donc ça, c'est le modèle carbone. Ensuite, il y a un modèle filière qui, moi, c'est ça que j'adore chez Livelihood, c'est que c'est pas un modèle linéaire. En gros, il y a un objectif et on va trouver tous les moyens qui existent pour y arriver. On a plein de gens qui viennent de l'industrie et on a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi en finance pour trouver des modèles économiques qui vont justement adresser des sujets qui sont entre guillemets un peu plus complexes, pas d'un point de vue écosystémique, mais d'un point de vue relationnel entre des fournisseurs et nos clients. Et là, on va rentrer justement dans le domaine de la supply chain, où là, il faut soit, comme on le fait, mettre en place des fonds comme le fonds L3F qu'on est en train de développer, dont L'Oréal fait partie, où on va aller travailler avec leurs fournisseurs sur des modèles de réapprovisionnement de ce fonds-là à travers justement de la performance écologique ou sociale pour justement développer des projets Palme, des projets Carité partout dans le monde. Et donc, la manière dont on travaille aujourd'hui sur ces sujets-là, c'est qu'on a besoin effectivement d'entreprises qui ont des stratégies fortes et qui en sont convaincues, mais globalement, Jeanne, elle, c'est notre voiture bélier à l'intérieur de son travail. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à convaincre que travailler dans les chaînes de valeur, ça crée de la résilience en implantant des pratiques durables et compagnie, eh ben, ni moi ni Jeanne n'allons pouvoir changer les choses. Parce que justement, il faut que l'entreprise ait pris en charge ces stratégies-là. Et c'est là où justement, on travaille en équipe. Et c'est grâce à des modèles comme ceux de KPMG, alors qui sont ce qu'ils sont, ceux d'AXA Climate sont ceux qui sont aussi, mais ça nous permet de nous donner quelque chose qui va au-delà du seul aspect justement résilience sur la filière
ou de la beauté de ce que je peux vous raconter sur la photosynthèse. On va parler chiffres et on va voir que si un sol il perd 1,5 tonnes de terre par an à l'hectare, c'est l'équivalent d'une Twingo et demi quand même, donc qui s'en va chaque année dans le haut. Il y a un moment, les sols, on est dans une équation de la désertification et du coup, on va avoir quand même un impact sur le ROI, puisque à la fin, effectivement, que ce soit ce qu'on mange ou ce qu'on se met sur la peau, il faut que ça pousse. Non, c'est vrai qu'il y a une question de perte de rendement qui se pose sur le long terme, et du coup, il est essentiel de mettre en place des programmes de régénération des écosystèmes pour pallier à ça. Et c'est vrai que les modèles que vous mettez en place nous permettent de vraiment nous projeter dans le temps sur la capacité de résilience des modèles qu'on va mettre en place. Et c'est en effet là-dessus qu'on travaille absolument en binôme avec le Fonds Livelihood. Et pour poursuivre sur cette idée, Jeanne, qu'est-ce que vous faites et de quoi vous avez besoin pour permettre le passage à l'échelle de programmes tels que ceux de Livelihood sur les commodités ou les matières premières agricoles dont vous dépendez et pour éviter les vulnérabilités? Alors sur cette partie de la régénération, on travaille en collaboration puisqu'on a adopté une approche territoriale de l'action de la régénération. On applique la hiérarchie de conservation qui a été donnée par l'accord de Kunming, donc éviter la perte de biodiversité, la réduire, régénérer et transformer les systèmes dont on dépend. Donc ça, on l'applique vraiment au niveau territorial, où on va à la fois travailler sur la régénération des sols et des terres productives, mais aussi de façon concentrique. Autour de ça, travailler à la restauration des zones, des bassins d'achat ou des bassins d'eau qui ont pu être perturbés dans leur cycle naturel, et encore plus largement travailler à la conservation des zones qui ne sont pas encore productives. Et pour faire ce peu, on est obligé de travailler en collaboration, à la fois avec des partenaires comme le fonds, mais aussi avec des municipalités, des acteurs donc, du secteur public, d'autres acteurs privés. Donc c'est vrai que les coalitions de type... parce que Livelihood, vous travaillez quelque part comme une coalition. En tout cas, vous mettez les acteurs privés ensemble, mais il y a aussi beaucoup de collaboration avec d'autres acteurs du secteur privé. Donc voilà, la collaboration est clé. On travaille aussi avec une coalition qui s'appelle OP2B qui favorise aussi la mise en lien des différents acteurs, nous permet de prioriser une typologie d'action sur des territoires que nous avons priorisés, de aussi s'accorder sur un itinéraire technique d'agriculture régénératrice et de conservation et de restauration commun qui est très importante pour la transformation du territoire et pour sécuriser aussi l'agriculteur dans sa transition. Donc la coalition est clé, le travail en coalition est primordial. C'est absolument pas quelque chose qu'on peut faire seul, et on a aussi l'obligation d'aligner et de pooler l'ensemble des ressources financières, donc avec d'autres secteurs privés, mais aussi avec l'alignement avec le secteur public, avec les financements publics qu'on peut avoir. Il me semble que vous avez des programmes où vous couplez vraiment aussi les financements publics de type paiement pour services écosystémiques qui peuvent être financés par les agences de l'eau. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, en fait, c'est exactement ce constat-là, c'est que la supply chain de Jeanne, elle est partagée avec la supply chain de l'Occitane, qui est partagée avec la supply chain de Mars, que ce soit sur le palme ou sur des commodités en France. Et effectivement, en face, ce qu'on va avoir, c'est des fournisseurs qui sont extrêmement puissants. On va avoir du Cargill, on va avoir du Muslim Mass, on va avoir du ADM. Et le fait d'arriver en fait à plusieurs avec ce qu'on appelle un tiers de confiance, et merci de nous faire confiance sur certaines choses, sur ce type de projet, c'est justement aller créer une plateforme qui va arriver avec un modèle différent, effectivement, de financement, puisque restaurer un territoire, ça prend du temps, mais ça demande aussi un montant qui est colossal. C'est des milliers d'euros par hectare et par an qu'il faut investir. C'est des agriculteurs qu'il faut former, c'est des agriculteurs qu'il faut rémunérer, c'est des agriculteurs qu'il faut réorienter parfois, c'est des fournisseurs avec qui il faut négocier pendant des années. Moi, je me souviens, j'ai fait des négociations avec Cargill qui ont duré 2 ans, parce qu'en fait, ils considèrent qu'ils savent faire les choses
et qu'ils doivent simplement offrir quelque chose à leurs clients qui est clé en main. Sauf que nous, on arrive avec une démarche qui est beaucoup plus participative pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de sous qui finissent sur le terrain. Alors bien sûr, on n'est pas que des philanthropes, il y a une partie qui finit dans nos poches pour faire tourner nos salaires, mais à la fin, ce qu'on va essayer de faire effectivement, c'est de monter une plateforme publique-privée à chaque fois, et on ne travaille jamais avec un seul acteur. Ça ne fonctionne pas. On est toujours minimum 2 ou 3 sur nos projets. Merci. Donc des coalitions, des groupes d'acteurs de même secteur d'activité, multisecteur d'activité, des partenariats publics-privés avec des agences d'État, avec l'État même, la recherche de financement par ce biais. Donc beaucoup de travail en groupe et de conviction de multiples parties prenantes. Et puis Jules, tu as commencé à l'aborder aussi, le sujet des coûts de ces programmes. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à financer des programmes uniquement pour leur impact. Et en fait, peut-être ne l'ont-elles jamais vraiment fait à l'échelle parce que ce n'est pas leur mandat. Comme le disait Jules, la première chose, c'est effectivement de payer ses salariés. Et donc, je crois que nous, aujourd'hui, nous avons le devoir et de répondre à ce besoin des entreprises de montrer quel est le coût de ces programmes et quelle est leur potentielle rentabilité, quel est leur ROI, quelle est l'échelle d'investissement et l'échelle de retour sur investissement. Ce sont des sujets... voilà, on a partagé bien sûr tous les trois sur ces sujets. Jeanne, c'est des sujets que tu as dû entreprendre au sein de L'Oréal et que tu dois continuer à entreprendre pour appuyer le passage à l'échelle et aider la discussion financière. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Et après, Jules, tu nous diras peut-être si concrètement, sur le terrain, tu as vu des programmes sur lesquels, oui, il y a une rentabilité, à quel terme, comment ça fonctionne et sur quoi? Oui, donc une fois qu'on a fini la première étape de l'analyse que je décrivais au début, donc la valorisation financière des risques et des opportunités qu'on peut identifier tout au long de notre chaîne de valeur, vient le moment de comparer le coût de l'action versus le coût de l'inaction. Si je ne fais rien, est-ce que c'est plus intéressant finalement que si je crée et je développe des investissements ciblés sur des programmes particuliers? Donc c'est un travail qu'on a également fait avec Maude et ses équipes pour essayer de déterminer ce coût de l'inaction et encore plus que ça, voir si un retour sur investissement était possible. Là, quand on a commencé à modéliser ça, on n'avait pas de garantie et de certitude que l'investissement qui allait être fait allait véritablement avoir un retour sur investissement. En plus, on a choisi une commodité qui n'est pas évidente en France, sur lequel on s'est dit, c'était vraiment pour stress tester le modèle, sur lequel on s'est dit il va être très difficile de prouver finalement que l'investissement va générer un retour sur investissement. Et finalement, si, il est long terme, à presque 10 ans au moins quand on agit seul sur la filière, encore plus quand on agit, le retour sur investissement est plus long terme encore quand on agit au niveau territorial et qu'on va avoir vraiment, ce que je disais au départ, cette volonté d'avoir aussi de la restauration, de la conservation. Donc c'est vrai que le retour sur investissement est très long terme, mais on voit que par contre qu'il active une vraie valeur ajoutée et une vraie capacité de résilience et de gestion du risque, notamment sur la question des rendements au bout de plusieurs années, et que du coup le fait de faire et de faire en collaboration et de faire surtout à l'échelle d'un territoire, crée un vrai retour sur investissement pour l'entreprise à long terme. Mais il est essentiel, vu justement de cette nécessité de cette temporalité, il est crucial d'investir dès aujourd'hui pour être en capacité demain d'avoir suffisamment régénéré les territoires dans lesquels on a développé nos programmes pour que ceux-là se mettent en résilience et en capacité d'avoir une biodiversité qui se restaure. Ouais, je vais dire un mot avant Jules pour entrer un peu dans le détail de ce que tu as dit. Merci beaucoup, Jeanne. Cette analyse du ROI compare effectivement le scénario de l'inaction, donc le coût de l'inaction, c'est-à-dire le coût du risque climatique. Là, chez L'Oréal, c'est beaucoup sur les risques climat et nature, sur l'achat de matières premières agricoles, de commodités transformées, mais enfin qui dépendent de la filière agricole. Mais ce travail peut être fait aussi sur d'autres achats, sur d'autres transformations de business model. Donc vous avez d'un côté le coût du risque, climat, nature, pollution, qu'on appelle le coût de l'inaction, et de l'autre côté,
le coût de l'adaptation. L'objectif est de comparer les deux avec effectivement des retours sur investissement, avec des timelines qui changent. En fait, avant de commencer les calculs, on ne sait pas forcément très bien où on va atterrir. Ça peut permettre aux entreprises aussi de définir quelles vont être les actions prioritaires, des actions peut-être moins prioritaires, de comprendre à quoi elles s'engagent avant de lancer le financement de ces actions. Et donc, c'est un outil d'aide à la décision pour les entreprises et les directions financières qui est nécessaire, qui a toujours existé qui existe de longue date sur beaucoup de projets qu'on lance. Sur le calcul du ROI, de l'action climatique et donc de l'adaptation, qu'est-ce qu'on y intègre ? On y intègre d'abord le coût de l'investissement pour l'action d'adaptation, quelle que soit l'action. Ensuite, il y a les OPEX sur la durée de vie. Donc les OPEX qui sont à la fois, certaines, c'est des réductions de coûts opérationnels. Ensuite, il y a aussi des coûts opérationnels additionnels qui peuvent venir se greffer. Ensuite, il y a un gain qui est le moindre risque climat-nature qu'il faut calculer sur la temporalité. Donc, si vous ne faites rien, votre risque climat-nature peut être de l'ordre de 5% de votre chiffre d'affaires. Si vous agissez, vous avez plus de résilience sur votre chaîne de valeur. Donc, potentiellement, ce risque, il passe à 1%, 2% de votre chiffre d'affaires. Donc là, vous avez une moindre perte. Et ensuite, on peut ajouter aussi différents bonus selon les modèles d'adaptation. Ça peut être des bonus qui sont des subventions, des financements concessionnels, des financements publics, des appuis au financement du public, un moindre coût de la dette aussi, puisqu'il y a parfois des appuis des banques aussi sur ces sujets, et d'autres bonus qui là dépendent vraiment des modèles. Et ensuite, on compare les deux avec une analyse financière un peu poussée dans laquelle tous les coûts sont actualisés, etc., pour définir le terme. Voilà le cœur de l'analyse qu'on fait à mi-chemin en fait, entre des compétences financières et des compétences climatiques et nature, et avec en fait dans le modèle énormément d'hypothèses qui viennent d'experts, alors qui viennent de l'entreprise bien sûr, de leurs connaissances, de leurs produits, de leur chaîne de valeur, etc. Et qui viennent aussi des programmes de terrain, qui viennent de Livelihoods, par exemple, sur certains produits. Et donc, c'est là où je te repose la question, Jules, sur les programmes que vous faites. Est-ce qu'il y en a un, et je crois qu'il y en a un dont tu voulais nous parler, qui fait ses preuves depuis plusieurs années et qui a montré son ROI? Oui, alors j'ai la chance de coordonner un programme qui fonctionne, donc ça c'est plutôt cool. Globalement, on n'a pas réinventé la roue. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agriculture régénératrice, et derrière le terme agriculture régénératrice, on peut mettre absolument ce qu'on veut. Il y en a qui plantent des couverts alors que c'est obligatoire, et ils considèrent que c'est de l'agriculture régénératrice. Nous, on est allé voir dans le dictionnaire de la FAO, et on est allé regarder agriculture de conservation des sols, et ça part sur 3 principes de base, hein. C'est limiter le travail du sol, couvrir en permanence le sol et au maximum, et diversifier la rotation. Globalement, c'est un peu comme ça que fonctionne une forêt. Et ça va permettre quoi ? Ça va permettre d'une part de préserver la biodiversité du sol, puisque on va multiplier par 5 le nombre de vers de terre qui vivent dans un sol qui n'est pas travaillé. Un coup de charrue, je vous mets au défi de vous en prendre un, ça arrache tout. Donc globalement, tout ce qui va être structure du sol, structure des mycorhizes, structure et population justement de ces invertébrés, on va en détruire à peu près, on va diviser par 5 la population. Cette population de vers de terre, notamment, elle va produire quoi ? Elle va produire des galeries. Elle va produire ce qu'on appelle le turricule, qui est en fait les excréments du ver de terre, qui est un concentré d'azote pur, et qui permet justement aux plantes de limiter l'usage d'intrants chimiques. Et donc tout ça, la manière dont on travaille avec, c'est en fait, on a commencé, ça s'appelle le projet Sol de Bretagne, c'est une centaine d'agriculteurs qu'on a embarqués dans ce programme-là avec la Chambre d'agriculture. Et déjà, honnêtement, c'est super plus facile de débarquer chez des agriculteurs et de leur parler de quelque chose qu'ils connaissent plutôt que d'agroécologie ou alors de Regenag. Regenag, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Puis il y a 2 ans, je suis allé en Italie faire pareil, et agroécologie, à peine ils connaissent. Donc quand on parle d'agriculture de conservation, on va rentrer par la porte de l'agronomie.
On ne va pas rentrer par la porte du carbone parce qu'on leur a vendu des miroirs aux alouettes pendant des années en leur disant qu'ils allaient faire un complément de revenu avec, avec des crédits carbone à 30 € la tonne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos amis, des entreprises qui galèrent sur ce marché-là du carbone et du label bas carbone parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Et donc, vraiment, c'est un truc qu'on essaye de limiter au possible, c'est de promettre aux agriculteurs des choses qu'ils n'obtiendront pas parce qu'en fait, on le fait depuis toujours. Ça. Que ce soit un plan protéines, que ce soit un programme carbone, les agriculteurs, c'est toujours eux qui doivent tout changer. Donc, quand on arrive par l'agronomie, et vraiment, c'est la manière dont on travaille, c'est quels sont tes besoins, quelle est ta charge de travail, qu'est-ce qui peut avoir un intérêt sur la réduction de tes intrants ou la réduction du temps de travail. Et donc, quand on parle de valeur qui va être créée, donc là, parmi les 100 agriculteurs avec lesquels on travaille, alors déjà, juste pour revenir sur le modèle économique, ça a été financé à 50% par notre fonds carbone. Et donc, je dis, il ne faut pas faire de carbone. Nous, on l'a fait, mais pour le coup, on a payé en avance sur 12 ans, contrairement à tous les programmes carbone qui disent un jour, on va te payer. Et financé à 50% par la région Bretagne. Donc ça, il faut savoir que c'est un modèle qui est absolument unique en France, puisqu'en fait, on a un guichet de paiement, donc on ne va pas créer de choses différentes. C'est la région, c'est nous qui payons la région pour que la région, au même titre que les MAEC et la PAC, verse les primes à l'hectare pour les agriculteurs basées sur de la performance. Est-ce qu'ils ont non travaillé le sol? Est-ce qu'ils ont intensifié leur couverture végétale? Ou est-ce qu'ils ont diversifié leur rotation? Et le petit bonus, c'est est-ce qu'ils ont réduit leur usage de pesticides et d'intrants? Et sur ce sujet-là, effectivement, on va voir que déjà, d'un point de vue technique, c'est extrêmement compliqué de faire changer des personnes qui vont certainement aller à la retraite d'ici 5 ou 10 ans, voire moins. Hein. Je rappelle qu'en 2030, on a quand même près de la moitié des agriculteurs qui vont finir à la retraite et on ne sait toujours pas comment les remplacer. Et c'est là où on va parler aussi justement de retour sur investissement, parce que quand on rentre sur l'agronomie, avec un sol qui est plus résilient et qu'on regarde le champ du voisin et qui ne peut pas aller semer parce que justement le sol il n'est pas porteur, bah là on va avoir quelque chose. Quand on va aller planter de la févrole en interrang avec du colza et qu'on peut déplafonner un peu les rendements, ce qui nous permet de valoriser un petit peu mieux notre tonne de colza, bah là ça a de l'intérêt. Et donc ça, derrière, effectivement, ça a d'abord un intérêt agronomique. Et au-delà de ça, je rappelle que le non-travail du sol, ça fait économiser chez des agriculteurs de 20 à 40% du temps passé au champ, sur des passages en labour. Et 20 à 40%, quand on sait que c'est la catégorie socio-professionnelle qui bosse le plus en France, globalement, ça permet aussi d'aller séduire des jeunes qui reprendront les fermes derrière. Donc, quand on parle de valeur, c'est hyper important de ne pas citer que des euros, mais aussi tout ce qui va autour. Et tu parlais tout à l'heure de diversification aussi et de reconnaissance d'autres choses. C'est-à-dire que quand on va avoir un sol qui est vivant, quand on va réduire l'usage des pesticides et des intrants, on va aussi décupler la capacité des services écosystémiques à justement être régénérés en quelque sorte. Et ça, c'est aussi notre boulot d'aller chercher d'autres instituts de financement, comme des banques, comme des assurances, qui vont aller faire des mécanismes de paiement pour services environnementaux. Et ce qui est vraiment sympa avec ce projet, c'est qu'en fait, grâce au véhicule financier qu'on a mis en place au début, qui est genre 50-50 régions fonds, on le fait avec une centaine d'agriculteurs, bah derrière, là, on a des industriels qui sont intéressés pour aller faire des projets autour. Et on a aussi ces banques et ces assurances qui commencent à regarder, en voyant que le modèle agronomique, globalement, il est là. Les contrats, ils sont prêts, c'est basé sur de la performance, c'est pas du on va, c'est si tu as le résultat, tu as des sous, si tu n'as pas le résultat, tu n'as pas de sous. Donc ça, déjà, toute cette infrastructure-là, elle est prête et ça permet derrière justement d'apporter encore plus de valeur auprès de l'agriculteur. Et donc pour ce qui est de la chaîne de valeur derrière de nos clients ou des personnes qui bénéficient justement de ces rotations, bah, globalement, on va avoir des plantes qui sont en meilleure santé, on va avoir un sol qui va pouvoir justement recevoir un semis à la bonne date et donc avoir un meilleur rendement. Et c'est pas forcément avoir un meilleur rendement. Parfois, il faut regarder le truc dans l'autre sens. Il faut aussi se dire, vu qu'on va être de plus en plus confronté à des éléments extrêmes, que ce soit de la sécheresse ou des inondations et compagnie, il faut voir quelle est la capacité de résilience de mon agrosystème. Et la résilience, c'est quoi? C'est quand je suis dans un U et être capable de se prendre en fait des changements qui vont me ramener à mon état principal. Et un système qui est résilient, donc avec des sols vivants typiquement, eh ben, il va avoir moins de mal, il va encaisser moins de chocs en cas de sécheresse ou en cas d'inondation qu'une exploitation qui est en labour justement et qui pourra, par exemple, qui verra des amas et des amas de terre qui finiront sur les routes. Je me suis un peu perdu, je suis désolé, mais j'aime bien parler de ces trucs-là. C'était hyper clair. Je me demande juste comment je pose la dernière question.
Non, je pense que c'est quand même important de poser la dernière question. Et merci Jules, parce que tu as très bien illustré la restauration du sol. Avec, du coup, il y a ces trois couches, je crois, dans le travail. La restauration au niveau de la parcelle, au niveau des territoires, et aussi, après la restauration, il y a aussi la conservation. Et on voulait poser, et tu voulais qu'on pose une dernière question à Jeanne sur le rôle des entreprises dans le financement, non seulement de la restauration, mais aussi de la conservation. Voilà, est-ce que tu peux nous partager ton point de vue là-dessus ? En effet, donc, quand on a fait l'ensemble de ces modélisations, on s'est rendu compte qu'il était absolument nécessaire d'agir aussi au niveau, donc plus largement que territoire, enfin pas dans le territoire, mais sur les questions de conservation qui permettent d'abonder d'autres types de financements que ceux qu'on peut avoir au travers de la transformation des filières agricoles d'une entreprise. Sur la partie conservation, il peut y avoir tout ce qui va être certificat nature, crédit carbone potentiel, qui peuvent être mobilisés également. Et on voit surtout une amélioration de la biodiversité qui se renforce puisque on conserve, enfin voilà, puisque la biodiversité autant elle s'effondre davantage qu'on l'impacte, autant plus on la régénère, plus elle se régénère aussi rapidement, donc, et d'une meilleure façon et de meilleure qualité. Donc le fait de travailler aussi sur cette question de conservation est pour nous essentiel. C'est pour ça que je parlais au début de cette question d'appliquer l'ensemble de la hiérarchie de conservation au niveau territorial jusqu'à la question de la conservation pour s'assurer que sur les zones non productives, on va aussi s'assurer que ce qui restera encore comme un véhicule d'amélioration de la biodiversité. Ouais, ça faisait partie effectivement des sujets que j'aurais aimé aborder sur ces sujets de conservation, parce que parler d'agriculture régénératrice et d'agronomie, comme je vous le disais, avec des agriculteurs, là, globalement, la valeur ajoutée, j'ai été capable de la démontrer. Quand on va parler de restauration d'écosystèmes, ne serait-ce qu'aller justement en bordure de parcelles ou aller régénérer une haie ou un hameau de forêt juste à côté, bah là déjà le ROI il est un peu plus vacillant. Et en plus pour l'agriculteur, enfin, aller planter une haie, globalement, enfin, je ne sais pas si vous avez planté un arbre une fois dans votre vie, déjà c'est une galère parce que ça caille, on est sous la flotte et le truc il est grand comme ça et l'année prochaine il est mort parce qu'il y a eu une sécheresse. Mais au-delà de ça, quand l'arbre il est grand, bah, c'est beaucoup d'entretien et au final ça apporte pas énormément de valeur ajoutée à l'agriculteur. Donc déjà grand merci à KPMG d'avoir essayé de modéliser tous ces indicateurs sur la nature, sur la pollinisation, sur la biodiversité, parce que honnêtement l'exercice il est vachement difficile mais il est important de le mettre en place. Et après, effectivement, sur la partie conservation, bah, c'est quand même beaucoup plus difficile d'aller prouver un ROI. Et on a besoin que les entreprises et les pouvoirs publics ou les financeurs ou les banques et compagnie prennent conscience qu'un écosystème qui a mis 10 000 ans à se mettre en place, c'est parfois beaucoup plus intéressant d'un point de vue complexité des écosystèmes qu'aller planter un arbre ou aller faire de la monoculture en Amazonie. Et ça je ne le dis pas seulement parce que je suis biologiste de formation et que je me suis retrouvé pendant 2 semaines en Amazonie et que c'était absolument délirant. C'est que ces projets-là, ils sont capitaux, ils ont entre guillemets assez mauvaise presse en ce moment. Et je trouve ça hyper important pour des boîtes comme L'Oréal qui justement peuvent prendre la nature comme un driver aussi de marketing, d'innovation, de biomimétisme, s'emparent de ces sujets-là. Il y a d'autres acteurs qui auront peut-être moins d'intérêt à développer ce type de projet, mais honnêtement, essayons de garder aussi ce système de régénération à l'échelle des territoires, parce qu'un territoire qui ne fonctionne pas, c'est une agriculture qui ne fonctionne pas. Et merci beaucoup, et je crois justement chez L'Oréal, les actions sont faites au niveau du territoire et c'est comme ça que vous les avez organisées. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais sinon on va repasser la parole à tous ceux qui sont là, s'il y a des questions.
C'est une bonne question. Aujourd'hui, on voit que la perception du consommateur à un produit dit plutôt vert est important, mais pas forcément un driver d'achat. En fait, il y a un très gros, ce qu'on appelle le say-do gap. Ils disent qu'ils veulent consommer des produits plus verts, mais finalement, aussi notamment avec les questions d'inflation dernièrement, ils se concentrent sur des produits qui, s'ils sont environnementaux, c'est très bien, mais ils vont pas forcément payer plus. C'est ça que je veux dire. Ils vont pas forcément payer plus cher pour ce produit-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment mis en place. En tout cas, moi, j'ai pas mis en place chez Les Réals des programmes qui vont aller chercher à refinancer le programme par le consommateur. Par contre, on peut le faire par une marque qui aurait un actif particulier dans son produit. La marque, on peut aller capitaliser sur le PNL de la marque pour aller refinancer certains programmes. Mais sinon, on sait pas, le consommateur n'est pas aujourd'hui le financeur de ces programmes. Nous, ce qu'on fait typiquement sur le Carité avec Mars notamment et leur fournisseur AAK, c'est qu'on met en place un système qu'on appelle DovTech Fee. C'est-à-dire qu'en fait, Mars, à travers le fonds L3F dont fait partie L'Oréal, va mettre une certaine quantité d'argent sur un projet qui va être sécurisé pendant 10 ans et qui va permettre en fait, en fonction des atteintes des objectifs de ce projet, là, à savoir c'est un niveau d'éducation des femmes et un rendement des arbres de karité. Et si on atteint ces résultats-là, le fournisseur, donc qui est AAK en l'occurrence, remet une pièce dans la machine qui va être un peu plus petite. En l'occurrence, c'est pour 1 euro investi, je crois que c'est l'équivalent de 0,60 ou 0,70 centimes. Ce qui permet en fait de faire perdurer le fonds et donc d'étendre aussi la dimension du projet et de réinvestir derrière. Ça, c'est encore une fois ce que je vous dis, c'est que c'est pas moi le financier derrière et on a plein de collègues à l'intérieur de Livelihoods qui le font très bien. Et en fait, c'est ce que... J'étais au Giverny de l'alimentation hier et c'est toujours la même question. Qui va payer à la fin le prix de la transition? Donc les agroalimentaires renvoient aux supermarchés, les supermarchés renvoient aux consommateurs. Et en fait, je pense qu'il faut un peu sortir de ces carcans-là en essayant de voir comment on va créer des modèles. C'est plutôt des plateformes en fait, avec effectivement basé plutôt sur du résultat que sur de la performance, sur du moyen. Et derrière, effectivement, avoir des modèles financiers comme de l'off-tech fee. J'ai appris ce terme-là il y a 2 mois. Donc vraiment, c'est tout nouveau, mais ça a l'air de vachement bien marcher. Tout le monde comprend ce que c'est, enfin, j'espère. Et c'est ça en fait que nous on essaye. Et en fait, quand on parlait notamment, par exemple, de paiement pour services environnementaux avec une compagnie d'assurance, à quel moment une compagnie d'assurance ou une boîte ou une banque, pardon, va aller investir dans des filières agroalimentaires dont ils ne se sourcent pas. Ils n'ont pas de céréales qui vont vendre dans leur vitrine. Par contre, ils peuvent se rendre compte, une compagnie d'assurance peut se rendre compte qu'en fait, les services environnementaux ont un impact direct sur la santé, ou une mutuelle, sur la santé des habitants d'un territoire. Et donc, aller reconnaître qu'un agriculteur qui va planter une haie ou qui va justement limiter son usage de pesticides peut avoir un impact positif sur la santé. Et donc, la santé qu'on a aujourd'hui, c'est celle qu'on ne paye pas demain. Alors, il y avait fait une question. Oui. Alors, on peut prendre le bassin versant, par exemple. Le bassin versant peut délimiter la territorialité de l'action. Ça peut être un bassin de sourcing, ça peut être une définition juridictionnelle. Donc, ça dépend des situations auxquelles on fait face. Mais je parle juridictionnel parce qu'il y a parfois besoin de prendre cette dimension parfois plus grande ou plus petite que le bassin, mais pour s'assurer, par exemple, tous les enjeux liés à la déforestation. Donc, pour s'assurer que justement, il n'y a pas de déforestation qui est dans des pays, voilà, certains pays qui arrivent. Donc, dans ces cas-là, on va prendre la délimitation juridictionnelle pour s'assurer que sur l'ensemble de la juridiction, il n'y a pas de déforestation et qu'en plus, on transforme. Donc, si on met en place cette action en suivant la hiérarchie de conservation, après la définition
définition du territoire, en fait, elle est souvent multiple, donc elle se définit aussi avec les partenaires avec lesquels on travaille. Mais donc le bassin d'eau, le bassin d'approvisionnement ou la définition juridictionnelle, c'est souvent ce qui nous guide. Et puis ça peut être un territoire, je dirais, partenarial. À partir du moment où on va créer une plateforme autour de quelque chose, derrière, comme je vous disais, là, avec notre projet Bretagne, on est en train d'en créer d'autres. Et au final, ouais, on était au niveau de la ferme. Mais au final, les associations qui existent autour, et on fait la même chose en Indonésie, on a commencé par un projet, effectivement, d'agriculture régénératrice sur du palme. Et là, on vient d'obtenir des financements pour faire toute une partie de reforestation et de restauration. Non, d'ailleurs, c'est aux Philippines, pardon, pour aller restaurer l'équivalent de 15 000 hectares pour réaménager l'habitat de l'aigle des Philippines. C'est un aigle qui est absolument magnifique, je vous conseille d'aller regarder. Et c'est parce qu'on avait un projet à cet endroit-là, à ce moment-là, qu'on a pu aller lever des fonds auprès de l'UICN pour développer des projets sur la biodiversité à côté. Donc, effectivement, je vois ton point de vue, Ophélie, sur c'est quoi le territoire pour un agriculteur. Je pense qu'à l'échelle... Et c'est là où c'est plus compliqué en termes de marketing et de communication et tout. Et je trouve ça bien de ne pas se mettre trop de carcans là-dessus. Parce que typiquement, on va réfléchir aussi à ce qu'on peut faire au Ghana sur le karité. Au-dessus, il y a la ceinture verte. Et du coup, ouais, ça reste l'échelle du pays. Mais s'il y a des choses à faire et qu'on a un pied dedans, on va essayer de et puis c'est pour sortir de la dynamique seulement de filière, parce qu'il est beaucoup plus évident de travailler sur de la collaboration, du collaboratif. Quand on parle de territoire, on va amener beaucoup plus d'acteurs en synergie aussi que si on est seulement sur une dynamique de filière. Je crois qu'on en revient au sujet effectivement des coalitions, des groupes d'acteurs et de sortir du travail en silo. Et ce qui fait partie effectivement des solutions. Je crois qu'il y avait une dernière question que j'ai aperçue par là. C'était la même que... Ok, très bien. Donc la définition des territoires, on y a répondu. Est-ce qu'il y a une autre question? Formidable. Merci beaucoup à Jehan. Merci beaucoup Jules. Et merci puis merci beaucoup merci Jules, à vous d'avoir écouté.